Endettement de la France, pouvoir d'achat, souveraineté industrielle, croissance. Aux questions qui préoccupent les Français, les réponses de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, de passage à Clermont-Ferrand. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Alors vous avez fait du désendettement de la France une priorité, mais de ces derniers jours, on retient surtout la hausse du budget des armées, les dépenses pour répondre aux mouvements sociaux, sans compter ceux qui peuvent surgir à l'approche des Jeux Olympiques. Bref, on se demande où sont les économies et comment vous allez pouvoir trouver 12 milliards en 2025, car c'est votre objectif. La dette est un poison. C'est un poison pour notre économie, c'est un poison pour les générations qui viennent. Donc il faut nous en libérer le plus rapidement possible. Il le faut d'autant plus que la croissance se ralentit partout en Europe. Et que j'aurai l'occasion dans les jours qui viennent de revoir le chiffre de la croissance en France. Donc nous devons accélérer le désendettement, à la fois en alimentant la croissance, parce que la meilleure façon de désendetter le pays, c'est d'avoir plus de croissance, ce qui suppose simplifier massivement la vie des entrepreneurs, et aussi en réduisant les dépenses publiques. J'aurai donc là aussi l'occasion de préciser les dépenses publiques dans lesquelles nous taillerons dans les mois qui viennent pour tenir notre objectif de désendettement. Avec un principe, c'est l'État qui doit faire l'effort principal. Alors, parlons de la croissance, vous tablez sur 1,4% en 2024. La consommation des ménages reste molle, les entreprises peinent à investir. Sur quoi repose votre hypothèse que la Banque de France juge d'ailleurs un peu optimiste? Notre optimisme a été du réalisme, je le rappelle. Là où tout le monde nous disait en 2023 que nous aurions une récession, nous avons fait 0,9 points de croissance, c'est-à-dire très proche de notre prévision de croissance à 1%. Là où l'Allemagne a été en récession en 2023, la France a eu de la croissance. Et nous aurons, je pense, en 2024, une croissance plus importante qu'en 2023. Et sur quel élément vous basez-vous ? Sur les derniers chiffres qui sont tombés pour 2023 et sur la sincérité des prévisions que nous avons toujours eues depuis 7 ans. Ensuite, qu'il y ait des difficultés en Europe. Oui. Elles sont liées à quoi? Elles sont liées tout simplement à la lutte contre l'inflation. Pour gagner la bataille contre l'inflation, qui était vitale pour tous nos compatriotes qui ont beaucoup souffert de la flambée des prix, en particulier de l'alimentaire, il a fallu resserrer la politique monétaire et avoir des taux d'intérêt plus élevés. Le prix à payer de ce relèvement des taux d'intérêt, c'est moins de croissance. Ça, c'est le problème conjoncturel qui touche tous les pays européens et qui font que tous les pays européens importants de la zone euro ont révisé leur croissance à la baisse. Je rappelle que l'Allemagne vient d'annoncer qu'elle révisait sa croissance de 1,3 à 0,2, 1,1 point de moins. Et puis, il y a un problème structurel. La croissance européenne est enchaînée. Elle est enchaînée par les règles, elle est enchaînée par les normes, elle est enchaînée par la suradministration. Et donc, il est vital pour l'avenir du continent européen, vital pour l'avenir de tous les États membres de la zone euro, de libérer l'Europe de la chaîne des normes, des règles et de la suradministration. Nous allons le faire avec le projet de loi de simplification que je porte depuis plusieurs mois, sur lequel nous travaillons avec la majorité. Il faut une vraie tabula rasa. Il faut se débarrasser de toutes les règles, de toutes les normes, de toutes les complexités, de toutes les tracasseries qui empêchent nos entrepreneurs d'avoir la croissance et les emplois qu'ils pourraient créer. Et il faut faire la même chose au niveau européen. J'aurai l'occasion de présenter des propositions avec mon homologue allemand Robert Habeck pour libérer la croissance européenne des chaînes dans lesquelles elle se trouve aujourd'hui. Alors vous avez évoqué le poids donc, des taux d'intérêt et de l'inflation, surtout sur les ménages. Le pouvoir d'achat reste très largement en tête des préoccupations du pays. Quand vous déclarez en septembre dernier que les Français ne s'appauvrissent pas, n'êtes-vous pas en décalage avec la France qui travaille et qui ne parvient pas, qui a du mal à boucler les fins de mois? Je sais très bien que derrière les chiffres globaux, il y a des disparités de situations particulières très importantes. En particulier pour les ménages les plus modestes. En particulier pour ceux qui travaillent et qui légitimement aspirent à ce que leur travail rapporte davantage. C'est le fil rouge de la politique conduite par le Premier ministre et par le Président de la République. Faire en sorte que le travail rapporte davantage. Ce que je constate, c'est que, les instruments que nous avons mis en place ont été efficaces. Il y a plus d'intéressement, plus de participation,
qui permettent aux salariés de vivre mieux leur travail. Je constate que la prime défiscalisée, la fameuse prime Macron, est un immense succès. En 2023, je vous annonce que près de 6 millions de salariés ont touché cette prime pour un montant moyen de 885 €. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle et que ça permet d'améliorer la situation du pouvoir d'achat. Pour les mois qui viennent, ça doit rester notre grande bataille. Faire en sorte que le travail paye davantage. Le Premier ministre a annoncé sa volonté de désmicardiser la société française et de redonner de la dynamique salariale. C'est bien l'objectif que je compte poursuivre. Un tout dernier mot, ce qui permet de vivre bien et d'avoir du pouvoir d'achat, c'est d'avoir le plus grand nombre de personnes qui sont au travail. Ça doit rester aussi notre objectif, atteindre le plein emploi pour que tout le monde puisse vivre de son travail. Justement, ça appelle ma prochaine question. Après une longue embellie, le chômage connaît un rebond. La population active va augmenter, on le sait, ne serait-ce que par la réforme des retraites. Et la croissance est faible, vous l'avez vous-même dit. Le plein emploi est-il toujours un objectif pour le gouvernement dans cette situation? Ça doit rester notre objectif, avec notamment des priorités sur les populations qui sont le plus éloignées de l'emploi ou sur les personnes qui, aujourd'hui, ont un taux d'emploi le plus faible. J'ai dit il y a plusieurs reprises que personne ne pouvait se satisfaire du taux d'emploi des plus de 55 ans. Mais je continuerai à livrer ce combat, croyez-moi, avec la même vigueur et la même détermination. Parce que je ne peux pas accepter que dans notre pays, les plus de 55 ans soient écartés du marché du travail. Qu'on leur fasse comprendre qu'on n'a pas besoin d'eux, qu'on se prive de leur expérience, de leur talent, de leur savoir-faire. Est-ce que vous trouvez normal que le taux d'emploi des plus de 55 ans en France soit 15 points inférieur à celui de l'Allemagne, 20 points inférieur à celui de certains pays du Nord? Je refuse qu'on éjecte du marché du travail les plus de 55 ans comme on le fait depuis 30 ans. Voilà un combat qu'il va falloir livrer si on veut parvenir au plein emploi dans notre pays. Ne baissons pas les bras. Oui, la situation aujourd'hui est plus difficile, la conjoncture économique est plus difficile, il y a un ralentissement en Europe lié, je le redis, à l'augmentation des taux d'intérêt, il y a des difficultés qu'on voit sur le marché chinois, ça doit nous amener à faire preuve d'encore plus de détermination, d'autant plus de volontarisme, notamment pour aider ceux qui sont loin de l'emploi à y revenir. La crise sanitaire a mis en lumière la dépendance de pans entiers de notre économie et vous affirmez que notre souveraineté industrielle proviendra en grande partie d'une intelligence artificielle made in France. On aurait pu penser que c'est à l'échelle européenne que ça se joue face à la Chine et aux États-Unis. Alors je crois à l'échelle européenne, bien sûr, mais je pense qu'on est d'autant mieux armés à l'échelle européenne que nous avons pris les décisions à l'échelle nationale et que la France exerce un effet d'entraînement sur le reste de l'Europe. C'est ce que je vous disais sur la croissance. Le décalage de croissance entre l'Europe et les États-Unis est inacceptable. Personne ne peut s'y résigner. Personne ne peut se résigner à avoir une croissance américaine qui est un point supérieur au-dessus de la croissance européenne. J'ai fait des propositions à mon homologue allemand. Je porterai cette volonté de simplification drastique des règles avec la plus grande détermination et je porterai la volonté d'amélioration de la productivité européenne, notamment par l'intelligence artificielle, avec aussi beaucoup de détermination. Mais sur le volet industriel, notre volonté ne s'arrête pas à l'IA. Oui, sur l'IA, je pense que la France est aujourd'hui le pays qui a le plus grand nombre d'atouts. Nous avons les meilleurs scientifiques, les meilleurs laboratoires, les entreprises les plus performantes comme Mistral et des écosystèmes qui sont exceptionnels en Europe et dans le monde. Pourquoi est-ce que Google choisit de s'installer à Paris et pas à Francfort, à Madrid ou à Rome? Tout simplement parce que le meilleur écosystème, il est aujourd'hui à Paris. Dans d'autres secteurs industriels, les batteries électriques par exemple, on a réussi à recréer des filières entières. Dans l'hydrogène vert, nous sommes en train de créer aussi une nouvelle filière industrielle. Alors nous ne sommes qu'au tout début de cette réindustrialisation, mais nous sommes dans la bonne direction. Nous avons créé 628 usines depuis 2017. 628 usines dans un pays qui n'a cessé d'enfermer depuis 3 décennies, c'est un bon premier résultat. Maintenant, je le redis, comme sur tous les autres sujets, il faut faire preuve d'encore plus de détermination et continuer à accélérer. Vous avez hérité avec le gouvernement dans le gouvernement Attal, du portefeuille de l'énergie, en plus de l'économie et des finances. Alors, l'énergie, c'est un défi industriel, pour le nucléaire notamment. C'est une question d'indépendance économique, mais n'y a-t-il pas aussi un enjeu politique de leadership européen entre la France et l'Allemagne? Bon courage à tous ceux qui voudront développer leur industrie sans énergie nucléaire.
bon courage. Parce qu'en réalité, je ne vois pas comment on résout l'équation entre des besoins électriques qui explosent et l'absence de production nucléaire. Avec le président de la République, je vous donne juste un chiffre, parce qu'il est assez intéressant. Quand vous implantez un centre de stockage de données, il va consommer en électricité l'équivalent d'une ville de 500 000 habitants. Donc vous voyez bien que les besoins en électricité vont exploser. Ils vont exploser pour le véhicule électrique, pour la domotique, pour l'hydrogène vert, pour les usines de batteries électriques. Donc je le redis, bon courage à tous ceux qui voudront développer leur industrie sans avoir recours à l'énergie nucléaire. Nous avons fixé avec le président de la République des lignes très claires. En matière d'électricité, l'indépendance. Et cette indépendance, comment est-ce que nous la construisons? En faisant preuve de sobriété. C'est très important de faire attention à l'énergie qu'on consomme. L'énergie est un bien rare, c'est un bien coûteux, c'est un bien cher. Donc il faut y faire attention. Il faut l'économiser, il faut faire preuve de sobriété. Et je salue les résultats remarquables qui ont été accomplis par les Français. L'hiver dernier, ils ont consommé 14% d'électricité, d'énergie de moins, parce qu'ils ont fait preuve de sobriété. Donc c'est la preuve que c'est possible. Le deuxième pilier de cette stratégie, c'est les énergies renouvelables. Je crois aux énergies renouvelables. Et quand je vois l'explosion de la production d'énergies renouvelables liée notamment aux énergies éoliennes, et en particulier au futur développement des éoliennes offshore, je pense que nous sommes dans la bonne direction. Mais je pense aussi aux panneaux photovoltaïques ou à l'énergie hydraulique qui est très prometteuse. Enfin, le troisième pilier, c'est l'énergie nucléaire. Nous construirons 6 nouveaux réacteurs nucléaires avec comme date de première échéance 2035, et cela nous permettra d'être la plus grande puissance électrique en Europe. Regardez les chiffres de 2023. Nous sommes redevenus la première puissance exportatrice d'électricité en Europe. On produit beaucoup d'électricité décarbonée, ce qui nous donne notre indépendance. On ne dépend pas d'autres États étrangers, et ce qui nous rapporte beaucoup d'argent dans notre balance commerciale, parce que nous a rapporté 3 milliards d'euros l'année dernière, ce qui évidemment fait plaisir au ministre des Finances et doit faire plaisir à tous nos compatriotes. Ce qui peut jouer sur le désendettement futur. Ce qui peut évidemment jouer sur le désendettement futur. Donc c'est une très bonne nouvelle d'avoir une nation qui est redevenue l'année dernière en Europe la première puissance exportatrice d'électricité, qui garantit la sécurité énergétique aux 68 millions de Français et qui en plus fait de l'argent avec les exportations. C'est le cap à suivre. Alors l'autre enjeu à la fois industriel et écologique, ce sont les voitures électriques. Donc à ce propos, le leasing social a été victime de son succès. Le coup de frein qui vient d'être donné ne doit-il pas obligatoirement être suivi par un sérieux coup d'accélérateur en 2025 ? Alors, je reprends votre expression parce qu'elle est excellente. Le leasing social, il a été effectivement victime de son succès. Beaucoup de demandes, beaucoup de compatriotes qui se sont inscrits pour bénéficier de ce leasing social, qui était effectivement très attractif. Mais une enveloppe budgétaire, c'est une enveloppe budgétaire. Je vous ai dit que la dette était un poison et qu'il fallait se désendetter. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons dit stop sur le leasing social en 2024, mais c'est parce que nous sommes une majorité responsable. On avait prévu un budget total pour les véhicules électriques de 1,5 milliard d'euros. Eh bien, on tient son budget. Quand une famille a prévu de dépenser 800, 1000 ou 1200 euros pour ses vacances, elle s'en tient à 800, 1000 ou 1200 euros en fonction de ce qu'elle a fixé. Elle ne dépasse pas son budget. Le budget de l'État français, c'est la même chose. On a prévu 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble des aides aux véhicules électriques. On se tient à cette enveloppe. C'est ce qui permettra, je l'espère, en 2025, de pouvoir poursuivre cette politique qui est particulièrement attractive pour les ménages modestes qui veulent avoir accès à un véhicule électrique. Dernière question, plus politique. Vous avez résisté à tous les remaniements depuis 2017. Comptez-vous rester fidèle jusqu'au bout, président de la République, c'est-à-dire jusqu'en 2027 ? Bien sûr. Je me suis engagé aux côtés d'Emmanuel Macron en 2017. Au nom de ce dépassement que je crois profondément du clivage droite-gauche qui, sur tous les sujets qu'on a abordés, l'énergie, la transition climatique, l'industrie, la croissance en Europe, ne permet plus de répondre aux attentes de nos compatriotes. Je crois à la loyauté, je crois à la stabilité dans les fonctions ministérielles, c'est ce qui donne aussi de l'efficacité, et je crois profondément à l'écoute
permanente, quotidienne de nos compatriotes qui permet, je l'espère, de prendre avec humilité et détermination les bonnes décisions. Merci.